Merci René. Bonjour tout le monde. Je crois que vous voyez un peu ma présentation, non? Oui, oui, Très on voit bien. très bien. Ok, je commence par soulager Gabriel. Oui, je te donne le devoir de m'enregistrer parce que j'ai pas envoyé le papier et de me filmer et de l'exploiter à des fins commerciales et non commerciales. Ok, ben, puis après encore une deuxième remarque. Merci René pour toutes ces inquiétudes autour de l'intelligence artificielle. Il m'a renvoyé le ballon à maintes reprises aussi, Eve, dans sa présentation. Khaldoun va en parler. Et en fait, moi, j'ai commencé ma carrière comme professeur d'informatique parce que j'ai soutenu ma thèse en intelligence artificielle, j'ai pas honte de le dire, en 1987. Et j'ai travaillé avec Orsay sur l'apprentissage automatique symbolique. Donc, je fais partie de l'intelligence artificielle symbolique, l'ancienne école. Et j'étais à l'université de Caen pendant 13 ans comme professeur en machine learning à Caen. Puis je suis débarqué dans l'hypermédia à Paris 8 et j'ai bifurqué un petit peu. Et là maintenant, je suis un peu l'IA et on fait des choses sur l'IA et je partage tes inquiétudes. Ça, c'est, on parle de l'usage de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle en soi, j'y crois. Mais on se pose des problèmes d'éthique et d'usage et ma présentation, ça va être un peu autour de ça. Donc, je ne serai pas complètement dans le thème de cette réunion comme Eve. Je vais vous parler comme c'est la fin de journée et la fin de la semaine en France et c'est la début de journée au Canada, mais on n'est pas très en forme, hein. Surtout, j'enseigne depuis 9 heures du matin et je vais vous parler un peu d'expérience qu'on a dans le cadre de ce qu'on appelle l'Alliance européenne à l'Université Paris 8. J'ai été sollicité par l'Université de la Mer Égée, nos collègues que tu as rencontrés à Corfou, René, pour créer des événements de rencontres ou des séminaires entre les doctorants. Et ça m'apparaît un peu ennuyeux. Et là, j'aurais dit que moi, je propose qu'on parle sur la thèse à l'ère de post-numérique et surtout à l'ère de l'IA. Qu'est-ce qu'une thèse maintenant à l'ère de l'IA et comment en particulier écrire une thèse ou un mémoire de thèse à l'ère de l'IA. Ce qui a motivé beaucoup cette idée, à laquelle on est nombreux de paragraphes. Il y a deux présents. Il y a Samuel et Nicolas qui sont intéressés, qui y participent aussi. C'était le fait que le ministère de l'Enseignement supérieur et l'université chez nous ne disent rien sur ChatGPT et ses équivalents. C'est-à-dire que tous les outils d'IA qui sont sur l'Internet, qui sont ouverts, on n'a pas reçu de notification que l'usage de ces outils dans l'enseignement supérieur est interdit. Pire encore, vous savez, dans l'UFR chez nous, dans notre faculté, on a des masters en informatique, on a des masters en intelligence artificielle et en cybersécurité. Et quand mes collègues se sont rendus à l'université, au ministère pour des raisons de recherche, on les a sollicités pour former le personnel de, du ministère sur l'usage de l'IA générative en particulier, c'est-à-dire dans l'écriture. Alors cela m'a interpellé, ça veut dire que l'usage d'IA implicitement est autorisé au moins en France jusqu'à présent. Donc j'ai proposé aux collègues de travailler sur la thèse à l'ère de l'intelligence artificielle. Et on a fait une première semaine avec des doctorants de Paris 8 et une douzaine de doctorants de l'université de la mer Égée à l'île de Syros. C'était la dernière semaine de mois de juin. Et je vais vous parler un peu de la problématique de ce séminaire qui aura lieu le 30 septembre à Paris. Puis on va planifier encore en session après. Et dont l'objectif, c'est sortir une sorte de livre blanc d'analyse et de réflexion sur l'écriture de thèses à l'ère de l'intelligence artificielle générative en particulier.
Non, précisément plutôt, pas en particulier. Donc, c'est un séminaire, on est 6 enseignants et il y a pour le moment 16 doctorants. Et on va aborder ces questions sur comment on va écrire une thèse à l'ère de l'IA. Surtout que l'IA générative est plus ou moins autorisée. Et on va commencer par des questions un peu, le séminaire avec les étudiants, on pose des questions, puis on leur demande de réagir, soit de laisser des vidéos, soit de laisser des textes, et on a un espace partagé. Donc, on vit une expérience de coécriture en ligne, partagée, collective, et l'usage de l'IA générative a été interdit au début, puis on l'autorise par la suite. Donc, les premières brainstorming, on n'a pas utilisé l'usage de l'intelligence artificielle. Puis après, on l'a utilisé. En fait, il y a une différence énorme quand on parle de l'intelligence de doctorat en France, en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, on utilise l'approche philosophie doctor, c'est quelque chose qui est complètement différent et introduit une notion de philosophie. Et aujourd'hui, si on veut aborder l'IA et son impact, on a besoin de recul et d'une vision, dimension philosophique. Dans nos doctorats, il n'y a aucune formation en philo. En informatique, en sciences humaines, en sciences dures, informatique, mathématiques, et même en sciences humaines, même en infocom, dans nos masters, je constate qu'on n'a pas de cours en philo. Alors qu'en parmi nos enseignants, on en a plein qui ont une formation de base en philosophie. Alors l'idée qu'on a parti avec, on s'est mis d'accord que un doctorat, que PhD ou doctorat, dans sa formule traditionnelle, c'était une première étape pour aller dans une carrière académique. Et c'est vrai, on prépare quelqu'un à percevoir et pratiquer la connaissance de manière complètement différente dans des environnements différents. On n'est pas seulement consommateur de la connaissance, mais on prépare des jeunes doctorants pour qu'ils deviennent des producteurs de connaissances. Donc la question de production et contribution de la connaissance est omniprésente. Donc le doctorat, il nous permet à quelqu'un de vivre une expérience dans laquelle il génère une nouvelle connaissance. Et si sa démarche de génération de nouvelles connaissances, elle est bonne, et surtout, aujourd'hui, si la nouvelle connaissance est bonne et valide, on dit que tu es docteur. Donc, on va lui apprendre des protocoles et des nouvelles façons de acquérir des connaissances, comment les consommer. Donc, il y a les questions d'éthique, implicites, mais jamais explicites, sur les évaluations, validation, archivage, mémorisation, reproduction, préservation, représentation, communication, diffusion, partage. Donc, vous voyez, avec ces mots-clés, l'IA générative, il vient perturber la perception du doctorat, de formation doctorale à l'ancienne. Et cela nous interpelle. C'est autour de ces constats et ces observations qu'on a proposé ce workshop. Un deuxième constat aussi important dans la formation au doctorat, on parle l'idée aussi que on, on forme les jeunes doctorants ou les vieux doctorants, peu importe l'âge, mais si quelqu'un fait un doctorat, c'est quelqu'un qui va faire une carrière d'académique et de chercheur, on l'adopte aussi qui est en relation professionnelle à la connaissance, parce que lui, en fait, c'est professionnel de la connaissance qui va travailler. Donc, l'IA aussi, entre parenthèses, nous pique une partie de cette professionnalisation de la connaissance, parce que la connaissance, elle est de plus en plus, elle va ailleurs. Si je résume notre pratique de formation doctorale dans l'ancienne forme de doctorat, selon
La conception de la recherche chez nous se tourne de quatre piliers. C'est très schématique et très brutal, hein, c'est pas complet. Il y a un parti important qui est la recherche d'information, que l'Internet et la technologie du numérique l'a fait évoluer beaucoup sur le plan spatio-temporel. Donc la recherche d'information, ça suscite une lecture, des stratégies de lecture pour faire quelque chose, analyse, synthèse ou prototypage ou développement ou ainsi de suite, et une écriture. Alors c'est ce dont chercher de l'information, lire, faire, écrire de manière pas linéaire comme ça, la recherche a été conçue là-dessus. Alors on trouve que la lecture a été très influencée par l'Internet et l'intelligence artificielle générative, la recherche d'informations énormément. On peut prototyper maintenant avec ChatGPT ou l'équivalent. Et on peut travailler sur un studio virtuel en collaboratif. Donc, même le faire change énormément. Et là, maintenant, avec l'IA générative, on est devant une révolution brutale et pas inquiétante. Pour moi, je la trouve comme stimulante, qui stimule une nouvelle dimension, un nouveau niveau de l'intelligence. Donc, on a des outils qui écrivent, qui font de la recherche d'informations. Ces outils lisent toutes seules, mais le danger, elles synthétisent, et on ne sait pas comment, avec l'apprentissage approfondi, oui d'accord, mais à partir de quelle base d'apprentissage, quel ensemble de connaissances qu'on a utilisées pour faire l'apprentissage, et là la question de base qui se pose, et puis ces outils, elles peuvent écrire à notre place. Donc, dans notre démarche, on s'est intéressé maintenant à cette partie d'écriture qui est basée sur l'intelligence artificielle générative, qui est forcément intègre ces trois dimensions implicitement et explicitement. Parce que l'IA générative, il recherche l'information, il les analyse, il les résume, il me le propose. Donc, il intègre tout ça. Et on se demande quelle conception de recherche on peut proposer. On est en pleine réflexion, on n'a pas de conclusion, on n'a pas de leçon à faire, mais on est en train de vivre ensemble l'expérience d'écriture sur l'écriture de thèse. Donc, l'écriture, elle est très poreuse, comme la recherche d'information, comme le faire. Et c'est aujourd'hui euh, écrire une thèse, on doit l'accepter qu'un doctorant a le droit de coécrire sa thèse, pas le faire écrire par l'IA générative. L'IA générative ne peut pas écrire le test tout seul, en fait, mais il peut coécrire avec l'IA générative. Il peut gagner énormément de temps et il peut perdre beaucoup d'informations et beaucoup de connaissances. Je suis incapable de juger. Mais c'est sûr et certain, vu les quantités d'informations et des données qu'il traite l'IA générative, le doctorant, il travaille sur une masse de connaissances énorme, énorme qu'il fait. Donc, dans l'écriture post-numérique, ce que je vais proposer dans 10 jours à mes collègues, quel sera notre rôle, quel sera le rôle de formation doctorale et de l'écriture. Alors même, j'ai été très loin, j'ai beaucoup discuté avec ChatGPT autour de ces questions, hein. Je voulais savoir comment il voit les choses lui aussi, où il va, et je voulais vivre l'expérience. Je fais encore, je vais peut-être je vais finir un peu plus tôt pour qu'on discute parce que j'aimerais bien vous entendre. J'ai pas beaucoup de choses à vous dire, mais j'ai envie de, sans doute, vous avez plein de choses à me raconter. On se trouve que dans la formation doctorale, si je considère que l'IA générative, et on n'utilise pas forcément ChatGPT, on utilise un truc avec un peu plus euh, simple, mais elle est un peu plus objective et un peu moins commerciale.
Ulama, je crois que ça s'appelle. Alama, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. J'ai la petite fenêtre quelque part ici, je crois. Et à la question éthique, qu'est-ce qu'on attend de thèse si on utilise l'intelligence artificielle générative? Inconsciemment, là, j'ai fait une semaine intensive sur le métaverse dans la ville. Et il n'y a pas un jour qui est passé sans parler de l'éthique. Donc, il y a une éthique. La question d'éthique, de l'usage d'informations, la qualité de l'information, la référenciation. Donc, dans la thèse, on va faire un effort, voir un peu les dimensions éthicales chez le doctorant. On va évaluer sa sens de analyse critique, critical thinking, parce que l'IA va lui donner beaucoup. Est-ce qu'il est en mesure de consommer cette information? Il est capable de se mettre en position de pensée critique et aller un peu plus loin. On ne va pas juger le doctorant dans l'avenir proche sur la connaissance, sa contribution à la connaissance brutale, parce que l'IA générative, il peut faire des analyses de connaissances, peut générer, mais on va trouver qu'au niveau, on va rentrer de ce qu'on appelle la méta-intelligence, on rentre dans l'ère de méta-intelligence. L'IA générative, il a une intelligence de consommation de documents, de synthèse de documents. Il est plus puissant que moi avec 150 livres, c'est certes. Il est aussi objectif que moi, mais il est beaucoup plus objectif que moi. On est tous les deux subjectifs. On va aborder quelques notions de méta-intelligence, c'est-à-dire la connaissance sur la connaissance disponible, comment les organiser, la consommer, l'utiliser, des marches là-dessus. On va aussi développer le profil communicatif et la clarté de communication chez les doctorants. Est-ce qu'il sait communiquer des savoir-faire sur l'usage des savoir-faire sur la connaissance? Il est capable de fabriquer des connaissances sur l'usage des connaissances disponibles sur Internet et qui sont moulinées par l'intelligence artificielle générative. Et puis, on va demander, attendre maintenant du doctorant, chose qui est très liée à ce qu'on appelle la méta-intelligence, comment l'étudiant va faire des jugements et des raisonnements humains. Quelle est la partie de jugement et raisonnement humain? C'est-à-dire que comment on complète l'environnement euh, de l'IA générative. Je ne peux pas refuter. Le livre a changé beaucoup nos relations à la connaissance. Euh, la modalité verbale qui était pénible de mémoriser est disparue. L'imprimerie a beaucoup changé. L'Internet et le numérique a beaucoup changé et l'IA change. On ne peut pas consommer et mouliner toutes les connaissances et l'information sur Internet. C'est impossible. Là, c'est une piste, ce n'est pas la fin. On ne peut pas le nier, mais ça nous impose une nouvelle relation, des nouvelles relations à la connaissance. Et ça, l'enjeu qu'on a. Donc, même dans le doctorat aujourd'hui, la relation entre le, l'advisor, le directeur de thèse et le doctorant change et ce ne seront pas liés ou articulés autour de la connaissance, mais articulés autour, premier périmètre autour de la connaissance, comment travailler, la question d'éthique, comment avoir une pensée critique, comment jouer sur le niveau d'intelligence, comment communiquer, quelle part de son jugement, raisonnement humain qui doit intervenir. Donc, dans ce contexte de l'IA, qu'est-ce que devient l'écriture de thèse? Donc, l'IA, elle pousse à la créativité. On est dans l'ère du temps. L'industrie, partout, il veut qu'elle qu'on soit créative et innovative. Donc, l'IA, pour nous, ça nous plaît beaucoup à Paris 8, elle redonne une nouvelle bouffée d'air à la pensée critique et à la communication critique. On n'a pas besoin de donner beaucoup trop de données. Tout le monde a accès à l'information. Tout le monde fait de l'état de l'art quand on veut. On peut faire des veilles techno, mais qu'est-ce qui nous intéresse? Pourquoi on fait le veille techno? Pourquoi on fait ça? On aura une nouvelle ère de communication qui est en train de créer. Ça aussi, ça développe énormément la liberté de pensée personnelle, l'individuation se développe et surtout la question d'éthique. On va tous participer à la euh, remise, remise à
pas à plat, ma remise en discussion à la reconstitution d'éthique de la connaissance scientifique et surtout sur la rigueur intellectuelle. On a des outils qui réduisent la quantité d'informations à laquelle on fait face, donc on peut faire un peu de rigueur intellectuelle. Donc, en tant que directeur de thèse, j'ai une pression sur les épaules énorme et j'ai une responsabilité énorme, mais elles sont stimulantes, intéressantes, et ils m'ouvrent des champs de réflexion et d'apprentissage magnifiques. Et l'écriture, en fait, même ChatGPT, il est convaincu hein, que l'écriture reste une activité de formalisation assez importante pour nous tous et surtout pour les doctorants. Et ça lui permet aux doctorants aussi de saisir des idées, maîtriser les idées. Ce n'est pas la peine d'en parler, vous savez que ce que l'écriture comme euh, exercice important pour formaliser et acquérir des connaissances et sa communication sont importants. Alors, ces trois éléments, avec accord de mon ami ChatGPT, l'IA n'est pas capable, ne suffisent pas pour les assurer en doctorat. Donc, on trouve la connaissance en tant qu'objet, qu'en unité, n'est pas au centre aujourd'hui si on met l'IA dans le doctorat. C'était plutôt comment manipuler la connaissance. L'inquiétude dans tout ça, qui produise la connaissance. Et est-ce que la production de la connaissance, ça va être toujours de manière collaborative, quelqu'un écrit son article, il le met dans l'Internet, puis on mouline, on sort. Là, il y a une réflexion importante sur la qualité de connaissance qui est produite par IA. C'est pour cette raison l'écriture reste un passage indispensable et que les gens jugent sur l'écriture d'étudiants. Il y a un autre volet qui, c'est l'hypothèse de travail qu'on va faire, j'espère bien, le 30 septembre. Si on respecte ça, si on est d'accord sur ces principes, si l'usage de l'IA générative n'est plus réfutable, on pourrait dire que l'écriture de thèse va être explicitement de plus en plus un exercice très subjectif, très personnel, et ce sera essentiellement pour juger la qualité du candidat beaucoup plus sur la qualité de la connaissance produite. Avant, c'était la connaissance produite. Si elle n'est pas validée, on ne peut pas soutenir. Est-ce que ça va rester du fait que si on sait quelqu'un qui peut gérer et évaluer et valider la qualité, la véracité d'une information, d'une connaissance, tu as parlé de faux tout à l'heure, et oui, on s'oriente plutôt vers ça parce que cette machine de production et de connaissances est horrible. Elle est beaucoup plus puissante que nous et nous met devant l'embarras. On ne sait pas que la connaissance est bonne ou non. Et donc, on est, en tant qu'académique et universitaire, on a des choses à faire. Je suis dans le temps, il me reste 4-5 minutes et je finis avant. Aujourd'hui, avec IA, ou sans IA, mais avec l'IA, on peut dire que le doctorat, c'est, représente toujours un achèvement d'une courte euh, carrière académique. En France, on ne peut pas faire en thèse plus que 6 ans. Au Canada, en Amérique du Nord, on peut. La thèse en France, c'est entre 3 à 5 ans et quand on travaille, il y a des problèmes, on peut aller jusqu'à 6 ans. Ce qui est sûr et certain pour nous, ben, il y a des doctorants parmi nous, je sais, mais on peut parler franchement, la façon avec laquelle on gère et on évalue les thèses doit être changée, devrait être changée. On ne peut pas rester comme ça. On est en mutation. L'IA générative aujourd'hui, c'est un outil hyper puissante. Sans doute, elle est beaucoup plus puissante que moi en lisant 15 livres. Je suis beaucoup plus subjectif qu'elle. La subjectivité n'est pas toujours mauvaise. Mais par contre, évidemment, l'IA générative va améliorer notre productivité en termes d'analyse des données et de synthèse des données. Même,
dans la qualité d'écriture. Elle va nous aider à faire une belle communication claire. Il écrit mieux que nous, mieux que moi au moins. Ça, j'en suis certain. Quand il écrit, c'est impressionnant. Il y a une clarté dans l'écriture, mais il y a beaucoup de répétitions et il y a beaucoup de faux, mais pas de faux. Manque de clarté, je disais plutôt. Donc, on peut évaluer, discuter avec l'IA aussi, des démonstrations de pensée critique. On peut partager des choses et il peut pousser aussi vers des nouvelles idées. C'est vrai, ça ouvre des pistes devant les étudiants. Alors, l'enjeu avec ça, c'est qu'on veut à court, très court terme, c'est comme j'ai dit et je répète encore une fois, c'est la créativité humaine, c'est-à-dire la prise en compte des contextes sociaux et psychosociaux et compagnie, la question d'éthique, le raisonnement humain et la rigueur intellectuelle qui vont être sans doute maintenus et développés de façon très différente avec l'IA. Là, je suis presque dans les 27-28 minutes. Oui, voilà, C'est il un peu reste ce qu'on trois est en train de minutes. faire. Je peux raconter ben, c'est pas la peine que je mette le. On va arriver le 30 septembre. Les collègues arrivent avec 12 euh, doctorants. Ils sont trois. Il y a Nicolas Soré qui est là et Samuel et moi, trois enseignants. On a quatre ou cinq étudiants qui viennent, quatre doctorants et des étudiants en master. On va se réunir à la Cité des sciences et de l'industrie euh, pendant une semaine. On a déjà des documents partagés. On a beaucoup réfléchi autour des questions, ce que c'est une thèse, quand est-ce qu'on fait une thèse, pour qui on fait une thèse. Aujourd'hui, on écrit une thèse de plus en plus pour Google que pour le jury, pour qu'il soit indexé, qu'il soit lisible. Toutes ces questions, on les a discutées à Syros. Et là, on rentre dans l'écriture et on va autoriser l'usage de ChatGPT. Il s'appelle Ulama aussi, eux, là-bas en Grèce, pour qu'on peut écrire ensemble un livre blanc autour de ces questions. Bien sûr, le séminaire il est ouvert, on l'a annoncé tardivement, mais je vous fais part de la troisième session qui aura lieu en 2025, probablement à l'île de Syros, Grèce. Merci pour votre écoute et toutes vos remarques sont les bienvenues.